Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire d'update pour la 2021 d'ANSYS. Donc pour le programme aujourd'hui, on a plusieurs choses très passionnantes à voir. On va parler d'électromagnétisme au début, basse et haute fréquence. Donc maintenant tout de suite. Après, si ça vous intéresse de rester, vous êtes bienvenus pour voir la partie CFD qui va suivre. Donc ça dure chaque fois une demi-heure. On va voir les nouveautés pour Fluent, CFX, etc. Et puis après, entre 15 et 16 heures, on a une présentation de l'entreprise Optifluid qui va nous parler d'un projet très concret réalisé avec les outils ANSYS, une étude paramétrique pour l'implantation d'un double réseau de capteurs pour détecter immédiatement tout dégagement de polluants atmosphériques. Donc une très belle présentation, je vous encourage à tenir bon jusque-là par cette belle journée ensoleillée, comme on est tous confinés, donc c'est la bonne occasion de passer un moment agréable ici, à voir toutes ces informations. Donc je vais tout de suite continuer avec la partie électromagnétique. Donc là, je préviens que ça s'adresse déjà à des utilisateurs ANSYS. Si vous n'êtes pas utilisateur ANSYS, c'est pas grave, mais sachez que ça va parler de choses très spécifiques. C'est en aucun cas toutes les fonctionnalités d'ANSYS. C'est vraiment le delta entre la dernière version de l'année passée et la nouvelle version de cette année. Donc pour Maxwell, la partie basse fréquence, un autre solveur des équations de Maxwell en basse fréquence. Donc là, on a 4 points qu'on va regarder ensemble. Je vais simplement les traiter avec les slides plus en détail directement. Donc le premier point, c'est la base de matériaux grand A, qui est disponible pour beaucoup de types d'analyse et de physique dans ANSYS, que ce soit structurel, magnétique, etc. Ici, on a sur la partie électromagnétique des modèles de perte de fer qui ont été ajoutés avec des courbes caractéristiques que vous voyez ici. Donc, c'est des choses qui sont toujours pénibles à obtenir parce qu'elles doivent être mesurées. Donc, des fois, les fournisseurs de matière, de ferromagnétique nous livrent ces pertes par fréquence et par champ magnétique. Mais si vous n'avez rien, donc ces matériaux-là dans la base de données Grand A sont bien intéressants et bien pratiques. Toujours au niveau des définitions des matières, donc là c'est plus un modèle qui est plus détaillé pour tout ce qui est fil torsadé. Donc on va prendre en compte le fait que le cuivre ici en l'occurrence n'est pas homogène dans le fil torsadé. Donc vous pouvez définir une section de conducteurs et ensuite la forme des sous-sections entre guillemets de conducteurs, si c'est une forme ronde, carrée, rectangulaire, pour tenir compte en fait des pertes supplémentaires dues aux effets de proximité et aux effets de peau. Donc là, ça va se refléter dans ce résultat qui s'appelle Stranded Loss AC. Donc ça, c'est pour le solver Eddy Current harmonique qui vont être ajoutés, donc pour avoir une perte ici plus précise dans ce genre de conducteurs ou dans des bobinages, etc. Sans avoir besoin de modéliser chaque conducteur indépendamment l'un de l'autre. Ensuite, pour tout ce qui est du couplage, là on a entre Maxwell 3D et la partie mécanicale, ici vous voyez avec ce bloc Harmonic Response et le bloc acoustique ici, donc on passe du champ de force, donc une densité de force vectorielle qui est représentée ici, c'est pas très lisible, mais ça représente en fait toute l'information de densité de force calculée par Maxwell, qui sera interpolée vectoriellement dans Mechanical. Donc ça, c'était possible en statique jusqu'à maintenant. En harmonique pour les moteurs, pour les interactions entre le rotor et le stator. Et maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut le faire pour des volumes. Donc on aura une analyse transitoire côté Maxwell ou harmonique. Et si c'est transitoire, on va faire une transformée de Fourier pour passer au calcul harmonique structurel. Vous avez ici l'exemple d'un transformateur, donc pour voir ces vibrations, cette fatigue due aux vibrations dans le temps, et potentiellement aussi, vous pouvez, si ça vous intéresse, étudier le bruit généré, donc ici le champ acoustique, soit dans l'huile qui remplit le transformateur ou dans l'air environnant. Donc ça c'est un
couplage unidirectionnel dans ce cas. Pour les moteurs, si on a en fait une analyse 2D avec un moteur qui est skewed, donc je cherche le terme là, torsadé entre guillemets, hein, en 3D, donc vous avez un modèle quasi, enfin 2D et demi si on veut, avec plusieurs couches 2D qui sont chacune avec un offset en angle, et vous pouvez définir ça en fait dans modèle ici, set skew model, le nombre de tranches et l'angle entre chaque tranche. Donc c'est intéressant, c'est que vous allez faire une analyse Maxwell 2D et vous pouvez transférer le résultat dans une analyse 3D dans Mechanical. Vous voyez ici le passage avec le modèle 3D équivalent à ce calcul 2D. Au niveau de démagnétisation, on a en fait simplement dans le post-processing quelque chose qui va nous faciliter un peu la vie en représentant ce coefficient de démagnétisation. Donc c'est simplement le champ magnétique rémanent divisé par le champ magnétique originel avant démagnétisation. Vous pouvez représenter ça ensuite en 3D sur les aimants. Donc ça va être intéressant pour étudier des problèmes sur un générateur. On peut imaginer sur un moteur ou un générateur, un court-circuit à l'une des bornes, démagnétisation des aimants et voir en fait où ça se trouve. Donc ça, c'est pas nouveau, la démagnétisation, c'est juste ce plot en post-processing, ou alors ici des courbes de coefficients pour une position donnée. Si on prend un élément de cet aimant, avoir cette démagnétisation en fonction du temps, pour un court-circuit typiquement, ou ici, de manière plus statistique, un pourcentage en fait de volume d'aimant associé avec une démagnétisation entre 0,1, 0,2, 0,3. Donc chacune de ces courbes représente une démagnétisation, enfin une somme d'éléments finalement démagnétisés. Voilà. Donc pour la démagnétisation. Ensuite, on a cette nouvelle formulation pour le solver transitoire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va simplement utiliser un nouveau potentiel ici qui est le potentiel scalaire phi, qui est le potentiel scalaire électrique. Et ce que ça nous permet très concrètement, et c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir modéliser ici des bus bars, enfin des barres de distribution avec plusieurs ports connectés. Donc on a un conducteur et plusieurs ports. Ça, c'était pas possible avant. C'est quelque chose qui nous facilite la vie ici. Donc ça va permettre de calculer les pertes dans ces distributions, les forces, etc. Directement dans Maxwell pour les transférer potentiellement après dans un mechanical. Quand on parlait de mechanical, on l'a vu avant dans Blocks ou Workbench. Si vous n'avez pas envie d'aller dans Workbench, vous voulez rester dans votre environnement électronique, donc l'Ansys Electronic Desktop qu'on voit ici, vous pouvez, donc vous avez le solver mécanical thermique et modal structurel qui sont inclus, c'est du bêta encore, dans Electronic Desktop. Ça, c'est pratique. Et ce qui est nouveau là, c'est qu'on a un couplage bidirectionnel entre les deux. Donc, vous pouvez calculer ici un champ de température, le récupérer directement dans l'analyse magnétique Maxwell, adapter les propriétés matériaux depuis ce calcul-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait avant dans Workbench avec Mechanical. La fonctionnalité n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'intégration directement dans l'Electronic Desktop avec exactement les mêmes pré- et post-processing qu'avant. Donc ça, c'est pour Mechanical. Et puis, on a aussi avec IcePack, la partie, vous le voyez ici, la partie CFD, en fait, de refroidissement avec un écoulement d'air, des refroidissements par convection libre ou forcée, avec des ventilateurs. Donc, c'est ces deux qui sont inclus avec le couplage bidirectionnel. Ici, on voit un autre exemple avec le couplage bidirectionnel dans mécanical thermique, donc pour un moteur où le rotor tourne.
vous allez pouvoir prendre en compte en fait cette distribution ici correctement. Ensuite, je passe à la partie haute fréquence. On parle ici des outils qui s'appellent HFSS et HFSS 3D Layout. Bon, tout ça, c'est dans l'électronique desktop. C'est juste une autre couleur pour le, le projet que vous allez tirer ici. On va parler d'antennes. Donc, c'est nos outils en 3D HFSS pour antennes, compatibilité électromagnétique avec l'environnement, prise en compte des géométries 3D et 3D Layout, qui est en fait une version adaptée de Cywave pour Electronic Desktop, pour tout ce qui est PCB avec plusieurs couches. C'est du 2D et demi. SBR+, c'est du ray tracing simplifié en fait pour la partie électromagnétique haute fréquence pour des objets de grande taille avec un grand nombre de longueurs d'onde qu'on ne veut pas forcément mailler dans le détail. Donc si on regarde maintenant dans HFSS, là ce qui est impressionnant, c'est qu'on arrive maintenant à calculer ici des arrangements d'antennes. Assez nombreuses. Chaque chip est une antenne et on aura une émissivité en fait de l'ensemble qui pourrait être contrôlée ici pour ces éléments-là. Donc on a 128 antennes ici positionnées avec chaque fois un composant en fait qui est fourni dans une librairie de composants 3D qu'on peut arranger les uns sur les, enfin, sur un pattern comme ça. Donc c'est quelque chose qui permet vraiment de gagner beaucoup de temps. On a une comparaison ici entre ces deux cas. On a un cas avec ces composants qui sont chaque fois comme des sous-modèles distribués sur ce damier et le cas réel 3D qui vraiment demande une machine très puissante pour calculer. Et la comparaison des deux résultats. Donc, on aura ici 67% de mémoire en moins nécessaire grâce à cette nouvelle technologie et 37% d'économie du temps de calcul. Donc ça, c'est avec 432 éléments. Ça nous donne ce genre de résultat. Donc, c'est des gros modèles et une efficacité simplement redoublée pour ce genre d'analyse. Donc, on parlait de ces composants qu'on a distribués pour l'antenne Array Antenna qu'on a vu avant. Vous les retrouvez également, ces composants 3D, dans le HFSS 3D Layout, sur des PCB. Vous avez cette librairie ici qui est fournie. Vous avez des composants de fournisseurs et vous pouvez les positionner. Donc c'est du 2D et demi avec des composants 3D positionnés dessus. D'autres choses intéressantes qui sont fournies simplement dans la base de données, là on ne parle pas de nouvelles fonctionnalités, mais vraiment de modèles fournis. Tous ces composants-là, donc EMI et EMC, on avait les antennes ici, ça c'est la partie nouvelle, des composants qui sont fournis directement avec le logiciel, et aussi des modèles simplement qui utilisent ces composants. Donc vous pouvez les ouvrir, vous avez quelque chose qui est déjà prêt simplement pour faire un test dans une chambre anéchoïque, etc. Ça c'est quelque chose qui est très pratique, ça permet d'aller très vite. Pour les questions, donc vous pouvez en poser à la fin de la présentation, il n'y a pas de problème, je ferai une petite pause avant la fin. Voilà, d'autres exemples qui sont disponibles avec l'installation de tests de compatibilité électromagnétique. Vous pouvez passer votre composant et le tester dans cet environnement virtuel qui est fourni avec l'installation du logiciel. D'autres exemples ici pour vous inspirer. Maintenant, si on va dans des modèles de grande taille avec beaucoup de longueur d'onde qu'on ne veut pas forcément mailler dans le détail, on a ce solver Shooting and Bouncing Ray, SBR+, auquel on ajoute le traitement des ondes rampantes, creeping waves.
qui sont finalement générés en surface et qui vont influencer cette émission, cette émissivité de l'antenne. Donc là, on voit le résultat sans tenir compte de ces ondes rampantes. J'ai un cas test, un cylindre, hein, juste pour montrer en fait dans ce cas école ce qui se passe. Si on les rajoute, donc au-delà de la ligne de traçage de ces shooting and bouncing rays, donc c'est des lignes hein, simplement qui sont tirées et qui permettent d'obtenir le résultat. Donc on voit l'influence en fait de cet effet-là. Donc au-delà de cette limite, on aura en fait comme une peinture du champ électromagnétique sur le cylindre qui va nous générer en fait un ground plane qui sera légèrement différent si on n'en tient pas compte. Donc ça, c'est vraiment spécifique à ce solver Shooting and Bouncing Rays qui est simplifié pour aller vite et auquel on ajoute en fait ce degré de précision avec ces ondes rampantes. Donc ici sur deux autres exemples, enfin deux avions, un drone. Vous voyez ici la différence en fait, le modèle simplifié rapide sans ces effets-là. Méthode des moments qui tient compte de toute façon de ces effets comme référence, mais qui est plus gourmand en temps de calcul. Et ici, la comparaison entre les deux avec SBR+, et Creeping Waves. Donc là, on fait tout ça pour gagner du temps. C'est vraiment un solver qui va aller beaucoup plus vite et qui permet de ne pas avoir de maillage dans le champ ici et de tenir compte des effets géométriques de la structure. Donc, quand on est dans le domaine du calcul non maillé, donc en dehors des éléments finis, on a plusieurs technologies à disposition. Un shooting and bouncing rays en est une. Il y en a d'autres, donc physical optics et boundary integral et integral elements. La nouveauté ici, c'est que donc ça, c'était disponible avant. Donc, on a des éléments finis ici, des éléments de surface sur ces deux parties du modèle. La nouveauté, c'est qu'on peut plotter le champ entre ces régions où on n'a pas d'éléments finis. Donc ça, c'est intéressant. C'est assez impressionnant d'ailleurs parce que voilà, on obtient cette information-là dans une zone non maillée qui permet d'étudier le détail de tout ce qui se passe. Donc ça permet de faire des gros modèles électromagnétiquement gros. Ici avec plusieurs positions, c'est une analyse paramétrique, plusieurs positions du rotor et de plotter ces résultats entre les surfaces. Je laisse apprécier la beauté de la chose. Donc voilà, donc maintenant on revient dans du 2D et demi avec SciWave pour tout ce qui est PCB. Donc là on a juste simplement trois petites nouveautés qui sont sympathiques pour par exemple le AMI Scanner qui existait déjà, mais on a cet Explorer qui est disponible. Donc si vous sélectionnez vous savez, le AMI Scanner qui va vous donner une liste de tous les problèmes rencontrés sur un PCB, crosstalk, etc. Il faut choisir certains et zoomer et commencer à étudier si vous changez les paramètres, quelles seront les réponses, le crosstalk, etc. sur ces zones-là. Donc c'est vraiment du débugage rapide, c'est instantané, on change les paramètres, on obtient les résultats pour explorer finalement des adaptations, des tailles, des dimensions, des traces dans le PCB, ce qui permet d'améliorer l'intégrité du signal typiquement. Donc voilà, pour niveau solver, on a une amélioration ici dans le solver harmonique, des couplages plus précis, des traces arrondies. Donc on voit entre l'ancien et le nouveau ici quelque chose qui tient compte maintenant des paires différentielles arrondies, qui est plus précis simplement. Q3D, donc ça c'est toujours le Electronic Desktop, hein, mais on parle historiquement c'était des solutions différentes, maintenant tout est intégré, c'est des solvers différents. Q3D, c'est des boundary elements qui lui aussi a quelques nouveautés. Donc ça c'était ce qu'on connaît hein, pour présenter quelques images Q3D, hein, extraction d'impédance, circuit, enfin, pour avoir des circuits équivalents RLC. Et simplement ici, on a amélioré le maillage de surface pour ces boundary elements. Vous voyez ici
la convergence sur une capacité, par exemple, sera beaucoup plus rapide et meilleure que l'ancien Mayer. C'est un petit détail, mais ça rend la vie plus agréable. Niveau IcePack, donc le solver CFD inclus dans Electronic Desktop, vous avez ici des exemples. Simplement, ce qui est inclus maintenant, qui était encore en version indépendante d'Electronic Desktop, c'est le solver transitoire. Donc, vous pouvez lancer ce genre d'analyse directement dans Electronic Desktop avec une habitude d'électronicien. Vous pouvez maintenant faire vraiment de la CFD transitoire pour ce genre de géométrie. On voit ici hein, les différents réglages avec des duty cycles pour l'enclenchement de l'électronique et voir comment va évoluer cette température au cours du temps. Oui, si typiquement on enclenche, ça chauffe, ça se refroidit, etc., vous pouvez voir comment va fonctionner votre refroidissement et votre électronique dans ce genre d'analyse. D'autres vues dans le logiciel. Vous reconnaissez hein, toujours l'environnement électronique desktop, c'est exactement les mêmes outils de pré- et de post-processing. Pas besoin de démarrer un solver CFD externe pour ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on voit, c'est un peu une tendance de pouvoir traiter du STL avec une approche, une façon de gérer des fichiers STL gros, simplifié et plus rapide, plus efficace, qui permet de traiter vraiment des choses complexes. Ça peut être un scan 3D pour du reverse engineering, ça peut être un résultat de fabrication additive. C'est de là qu'on obtient ces fichiers facettisés. On voyait ici peut-être pas bien, mais il y a ces facettes du fichier STL qui sont visibles. Et donc là, avec cette option, simplement, on aura quelque chose qui est beaucoup plus robuste. Ici, on a des cas tests qui fonctionnent tous dans cette nouvelle version. Au niveau du modeler 3D, toujours pour SciWave, vous avez ici des paramètres simplement qui sont disponibles comme dans les autres parties du logiciel. Pour un ventilateur, par exemple, vous pouvez entrer un paramètre comme on le fait dans Maxwell HFSS, dans les autres outils électroniques desktop, en écrivant un nom de paramètre et pour ensuite lancer une analyse paramétrique. Donc je crois que cette intégration, on parle vraiment de l'intégration de IcePack dans Electronic Desktop. Et à terme, IcePack sera pratiquement que dans Electronic Desktop, j'ai l'impression. Donc voilà le résumé hein, de ce que je viens de présenter. Tout de suite après, préparez-vous à poser vos questions dans le chat. On va voir ça dans les minutes qui viennent, en attendant le début de la prochaine session, donc à 14h30. Pour la CFD. Donc en résumé, hein, dans Maxwell, les coefficients de perte de fer issus de la librairie Grand A, les fils torsadés, modélisation plus précise ou des fils en général dans des bobines, les couplages volumétriques des densités de force, des vecteurs force. Depuis Maxwell à Mechanical, c'est plus généraliste que uniquement des surfaces comme on le faisait avec des moteurs avant pour prédire l'émission acoustique d'un moteur. Démagnétisation, coefficient de démagnétisation 2D ou 3D, donc pour les représentations en post-processing. Un workflow pour les antennes, les component array, avec cette méthode DDM, hein, qui, je ne l'ai pas dit avant, sauf erreur, mais Distributed Memory Matrix, qui permet vraiment d'avoir une approche très efficace en tenant compte des périodicités de ces antennes. Compatibilité électromagnétique et intégrité sur la base de composants 3D fournis dans la base de données, donc simplement plus de composants à disposition, des modèles tout faits, des ondes rampantes dans SBR+, Shooting Bouncing Rays, SciWave, le EMI Explorer pour améliorer le design, et la détection de couplage entre des signaux différentiels améliorés, Q3D, meilleur remaillage, et amélioration du solver aussi, qui est plus robuste pour la convergence, ça va ensemble. Et puis dans IcePack,
transitoires, dont Electronic Desktop et support de paramètres pour les différents composants.